Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Lancement de la nouvelle plateforme dénommée Attestation d'identification de PME. C'est une initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Un service public digital offert aux entreprises pour se faire identifier afin de bénéficier par la suite de l'appui de l'État. Les détails dans un instant. Clinique juridique et procès fictifs dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Paracoum. C'est le thème central d'un atelier de formation organisé par l'Institut national de la femme qui s'est ouvert ce mardi à Paracoum. Cette rencontre qui va durer 3 jours réunit les acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre et les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Paracoum. Nous parlerons également sport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein au pays des éléphants. La première journée de la phase des groupes va prendre fin ce mercredi dans les différentes poules. Bien avant, le groupe E a fait son entrée en lice dans la soirée d'hier. La Tunisie a été surprise par la Namibie, 115e au classement mondial. Le Mali assure son entrée face à l'Afrique du Sud. Nous aurons tous ces détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME a procédé ce mercredi au lancement de la nouvelle plateforme dénommée Attestation d'identification des PME. Il s'agit d'un service public digital offert aux entreprises pour se faire identifier afin de bénéficier par la suite de l'appui de l'État. La plateforme a été lancée par le ministre en charge des PME à Cotonou. Nous allons suivre. Après la mise en place de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ce lancement de la plateforme de demande d'attestation d'identification de statut de la MPME consacre le démarrage de la phase opérationnelle de l'ADPME, une innovation du guichet unique des PME dont le but est d'enregistrer l'ensemble des PME à travers leur statut et sur toute l'étendue du territoire national, afin de les faire bénéficier du soutien de l'État. C'est dans ce cadre que l'Agence de développement des PME a développé, avec une forte assistance de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, le portail de services publics, la plateforme de services publics de délivrance de l'attestation d'identification du statut de la MPME. La présente plateforme que nous avons l'occasion de vous présenter ce matin répond donc à l'exigence de cette disposition et va constituer le principal moyen de demande et d'obtention de la qualité de micro, petites et moyennes entreprises pour toutes les entreprises du Bénin désireuses de bénéficier des divers appuis publics. À ce lancement de la plateforme, le ministre et les autres acteurs de PME se réjouissent de cette étape du processus qui constitue le socle de la mise en œuvre des politiques gouvernementales visant la promotion des PME. Mais pour bénéficier des avantages et aides de l'État, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin prévoit les conditions à remplir pour l'obtention de cette attestation. C'est justement pour faciliter l'accès à cette attestation que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, a mis en place ces e-services, la plateforme de délivrance de l'attestation d'identification du statut de micro, petite et moyenne entreprise est un service public visant à faciliter l'accès des entreprises à la qualité correspondant à la catégorie requise selon les critères de classification définis par la loi. Le processus de demande de l'attestation d'identification est simple et facile d'accès. Les représentants des fêtières des PME ont exprimé leur satisfaction, mais aussi leur reconnaissance au gouvernement à l'occasion de ce lancement, avant de promettre qu'elles saisissent cette opportunité pour l'émergence de leurs projets d'avenir. Pour faire la demande de cette attestation en ligne, il suffit de se rendre sur la plateforme servicepublic.bj.
La presse africaine pleure depuis ce lundi un soldat de la plume. Jérôme Carlos a tiré sa révérence dans sa 80e année. Une triste nouvelle qui plonge la presse béninoise et le monde de la littérature dans la tristesse. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont collaboré avec lui et qui l'ont connu, qui ont appris à le connaître. Nous sommes allés les rencontrer et nous livrent ici les grands souvenirs qu'il garde encore de l'illustre disparu. J'ai eu le bonheur de le connaître et on était vraiment amis. Quand il est rentré après la carrière qui a été la sienne à l'extérieur, il était déjà très bien connu au pays. Vous savez qu'il a connu l'exil. Quand il est rentré après la conférence nationale, il avait tout pour être un gourou, comme un fétiche de la profession. Il en avait toutes les qualités, mais il a préféré se faire serviteur. Un vrai serviteur au sens noble du terme, d'un commerce agréable. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas une once de négativité en eux. Jérôme Carlos en fait partie. Lorsque vous êtes avec lui, vous le sentez, il ne dégage de lui que du positif. Et ça se sent à travers sa plume. Jérôme Carlos, c'est un nom que j'ai découvert dans la presse ivoirienne au milieu des années 80. Après, il a écrit son premier roman, je crois son premier roman, Les enfants de Mandela, ça s'appelait le roman. Il a été reçu dans une chronique littéraire, animée à l'époque par un journaliste du nom de Frédéric Gramel. C'est là que la première fois que j'ai vu le visage de M. Carlos à la télévision ivoirienne, en tant que non seulement journaliste, mais aussi littéraire, écrivain. On a travaillé tout le temps ensemble, c'était un doyen à nous, un grand doyen qui n'hésitait pas à vous prodiguer ses conseils, qui n'hésitait pas à vous appeler pour vous faire des remarques par rapport à tel ou tel papier, et sans faire la leçon. Monsieur Carlos n'aime pas faire la leçon ensemble. Et puis, souvent on le taquinait pour dire, mais Monsieur Carlos, avec votre charisme, avec votre expérience, votre expertise dans la profession, vous aurez quand même pu occuper des postes comme président de la HAC. Remarquez qu'il n'a jamais pris une fonction officielle. Or, c'était l'un des premiers directeurs généraux de l'ONEPI, la nation, directeur de la Bibliothèque nationale, avant de partir en exil en 1975. Mais il n'a jamais, depuis son retour, il n'a jamais voulu prendre un poste officiel. On lui a dit, mais prenez au moins un poste officiel pour être un repère pour nous. Il a tout dit non, non. Michel, je vais être au service de la presse, je veux rester dans mon privé. Et c'est dans cette optique qu'il a pu, avec M. Boya, créer KPFM dès le lancement, dès la démonopolisation des zones en 1997. Jérôme Carlos, en 2001, nous a accompagnés, nous, une des gens de la presse privée du Bénin, à former des projets des médias dans le cadre du programme de l'aide d'État à la presse privée, volet formation. J'étais le président de l'Union et je lui ai fait appel. Elle a dit, Robin, si c'est le président, le peuple, aidez-vous. Comme la manière il parle, hein, toujours disponible. Il a accompagné cette promotion. Il était le coordonnateur général de la formation. C'était 3 semaines de charge d'expérience, d'un management terrible. Et la promotion avait été surnommée la promotion à Brinkman. Hein, donc c'était la promotion à Brinkman avec le conseiller Franck Ekpocheme. Madame Anik Djimadja qui est à l'Assemblée nationale chargée de mission du président et beaucoup d'autres, j'en oublie sans doute. Hein, cette promotion, aujourd'hui, quand je le dis, vous regardez, personne n'est en déperdition dans la profession, parmi cette promotion-là. Tout compte fait, je peux dire du doyen Carlos qu'il était le modèle de notre génération. Beaucoup d'entre nous l'ont souvent mis dans leur CV comme personne de référence, parce qu'on savait qu'il pouvait dire un certain nombre de choses sur nous, parce qu'il nous a fait. Je dois dire que Jérôme Carlos fut un intellectuel raffiné, un professionnel éprouvé et un modèle de rigueur. Je peux dire également que le doyen Carlos était un mentor inspirant. C'était un mentor conciliant, un mentor volontaire et plein d'initiatives. François Odo, si vous l'avez vu, on aurait porté témoignage. Nous avons commis ensemble, lui et moi, 3 livres. Et Jérôme Carlos n'était jamais loin de ces 3 initiatives. Il les a lus, il en a préfacé des livres, des productions que nous avons eu à faire. Il a pris des initiatives
nous associant, nous les deux, et c'est avec une grande peine que j'ai appris son décès, étant entendu que nous étions en train de faire un film sur lui. On a collecté un certain nombre de témoignages, dont celui de ses fils, et il restait à prendre lui-même son témoignage. On l'a eu quelques jours avant, et là, il nous faut ce compagnie, un peu comme il aurait dit encore lui-même, comme un bossu. Et depuis hier, et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu un choc. Ce n'est pas dans mes habitudes par rapport à ça, parce que il y a au moins 2 ou 3 anciens auxquels j'étais proche aussi, qui sont partis comme ça, l'année dernière. Et pour ne pas se cacher, bon, j'avais dit, il est dans la liste, quoi. Je veux parler de Jean Onza, de l'ORTB. Je veux parler de Zekpa Raoul, qui était aussi de la presse écrite. Et je n'ai pas eu le même choc que pour Jérôme Carlos. Parce que Jérôme, c'était un grand frère, c'est un ami. Et c'était surtout aussi le premier patron que j'ai eu dans la profession. Quand je suis sorti, frère émonu de l'école de formation de Dakar, c'est avec lui que j'ai commencé à exercer le métier. Hier mardi 16 janvier 2024, l'état-major général des forces armées béninoises a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes à la place des martyrs à Cotonou. Une cérémonie assez sobre avec la présence de quelques parents des victimes de l'agression de 1977. Dans son message, le chef d'état-major a exprimé ses émotions en la mémoire de ces dévoués à la cause de la patrie. Il a aussi réitéré l'engagement des forces de défense à œuvrer davantage pour garantir la sécurité aux Béninois sur l'ensemble du territoire national. Suivant. La place des martyrs à Cotonou, ce 16 janvier 2024. Le chef d'état-major fait son arrivée sur les lieux. Revue des troupes. Et puis dépôt de gerbes. Un moment de recueillement, signe du respect de la mémoire des dignes fils du Bénin qui ont péri lors de l'agression du 16 janvier 1977. Visiblement une cérémonie sobre mais remplie d'émotions. C'est toujours avec beaucoup d'émotions que nous venons à ces moments de recueillement. Respect pour ces anciens qui sont tombés pour le Bénin. Ils sont tombés parce qu'ils étaient persuadés de ce que notre Bénin doit toujours être défendu. Le souvenir des martyrs disparus il y a 47 ans est encore vivace dans la mémoire de leurs frères d'âme encore en fonction. Par la voix de leur chef, ils s'engagent à maintenir et faire maintenir au pays un environnement de quiétude au profit de la population béninoise. Nous restons dans la même philosophie et nous ferons toujours de telle sorte que chaque fois qu'on nous attaque, ce soit le dernier jour pour ceux qui nous attaquent. L'histoire retient qu'au petit matin du 16 janvier 1977, un petit aéronef du type DC-7 avec à sa tête le mercenaire français Bob Denard se posa à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Objectif, s'emparer du palais de la Marina afin de renverser le régime marxiste-léniniste du lieutenant Mathieu Kérékou. Pendant des heures, l'armée béninoise va contenir des assaillants qu'elle va réussir à mettre en déroute. Mais l'opération s'achève malheureusement avec la mort de 7 compatriotes immortalisés ici à la place des martyrs.
Parlons à présent du Forum économique, commercial et d'investissement Turquie-Bénin qui a eu lieu ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un rendez-vous pour renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cette rencontre entre entrepreneurs, investisseurs et acteurs économiques n'a duré que 24 heures. Suivant. Une journée pour discuter, échanger des idées novatrices et explorer des axes qui permettront à la Turquie et au Bénin de renforcer leurs relations économiques. C'est ce que vise le Forum économique commercial et d'investissement Turquie-Bénin qui s'est ouvert lundi ici à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin à Cotonou. Un événement qui prend racine dans la concrétisation du programme Choose Bénin. Ce forum revêt une importance particulière car il représente une opportunité exceptionnelle de renforcer les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays. La Turquie et le Bénin partagent des valeurs communes d'ouverture, d'innovation et de coopération et il est temps de concrétiser ces valeurs au travers de partenariats fructueux. Le Bénin offre un environnement propice aux investisseurs avec une économie en plein essor et un gouvernement engagé dans la concrétisation d'un climat des affaires favorable. L'état des relations diplomatiques et de la coopération et la revue du commerce bilatéral ont été exposés à l'assistance. Les principaux secteurs économiques ainsi que les opportunités d'affaires et d'investissement, les principales réformes mises en place par le gouvernement béninois et les sociétés turques participantes au forum ont également fait l'objet de présentations. Quand nous analysons les chiffres des taux d'export de Bénin à la Turquie, nous voyons bien qu'il y a encore beaucoup à faire, tant bien qu'en termes d'investissement, qu'en termes de commerce entre les deux pays, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Les relations fondées par la Turquie sont toujours fondées sur des bases gagnantes et fondées sur de l'honnêteté. Et je crois que dans tous les autres secteurs, tant bien politiques, économiques et culturels, que ça va continuer. Pour ce forum économique, des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, les infrastructures, les énergies renouvelables et le tourisme ont été identifiés comme des domaines d'opportunités porteurs pour le développement de partenariats d'affaires entre les deux pays. L'objectif est de co-investir ensemble au Bénin afin de pouvoir exporter suffisamment également en Turquie pour équilibrer la balance commerciale et créer des emplois au Bénin afin que la réalité du mot que l'ambassadeur turc a prononcé ici, les coopérations gagnant-gagnant, soit une réalité. Le président de la CCI Bénin encourage les entrepreneurs et investisseurs, les acteurs économiques présents au forum à saisir cette occasion pour tisser des liens durables et mutuellement bénéfiques. Toute chose qui contribuerait à l'épanouissement des deux économies et aussi au début d'une collaboration fructueuse entre la Turquie et le Bénin. Clinique juridique et procès fictifs dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. C'est le thème central d'un atelier de formation organisé par l'Institut national de la femme qui s'est ouvert ce mardi à Parakou. Cette rencontre, qui va durer 3 jours, réunit les acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre et les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Reportage. L'atelier visait des échanges d'informations entre participants, des partages d'expériences et des propositions en vue de la manifestation de la vérité judiciaire. À travers la clinique juridique doublée d'un procès fictif qui s'ouvre ce matin, il s'agit pour l'INF d'une manière innovante de lutter contre les violences faites aux femmes en semant le réflexe INF dans la chaîne de protection des victimes et en intéressant les autorités administratives et judiciaires à une collaboration plus étroite dans la lutte et la prise en charge des femmes victimes de VBG. L'étape de Parakou entre dans le cadre d'une série d'activités similaires qui conduiront l'INF à s'informer des formes dominantes de violences faites aux femmes dans les juridictions du ressort des cours d'appel de Parakou, d'Abomey et de Cotonou. Il s'agit d'une manière plus spécifique d'initier un échange entre acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes
afin d'aboutir à une procédure plus légère, accélérée et efficace. Les actions que mène l'Institut national de la femme s'inscrivent dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, à travers la clinique juridique et le procès fictif dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Les organisateurs entendent relever des défis. Nous espérons sincèrement de cette série d'activités qu'elle nous permet de nous entendre sur la lecture à donner aux textes relatifs aux violences basées sur le genre et à comprendre aussi les failles qui pourraient porter atteinte à la lutte contre les VBG. Zéro femme victime de violences à assistance, c'est le thème de cette activité. Et c'est ce en quoi nous croyons à l'Institut national de la femme. Un peu plus chaque jour, malgré les difficultés, grâce à des femmes et des hommes d'exception, tels que vous ici présents. Le représentant du préfet salue l'initiative de l'INF qui, à ses yeux, permettra d'apporter des réponses aux mots qui mènent l'épanouissement des femmes et des filles. Et l'atelier de Parakou s'inscrit dans la droite ligne des actions que mène le gouvernement dans ce sens. Les présentes rencontres constituent un creuset pour vous informer davantage sur les principaux cas de violence faites aux femmes afin d'alléger et de rendre plus efficace la procédure judiciaire pour une manifestation de la vérité et une meilleure protection des droits de la jeune féminine, ce qui pourra amener les victimes à se confier davantage au système judiciaire et de prise en charge. Précisons que l'atelier du 3 jours, soit jusqu'au jeudi 18 janvier 2024. Le ministre de la Santé, Benjamin Rongpati, était ce lundi à l'aéroport international Bernardin Cardinal-Ganti de Cotonou. Ceci pour la réception des vaccins anti-paludiques qui s'inscrit dans le cadre de l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. Le point de la cérémonie de réception du vaccin dans ce reportage. La lutte contre le paludisme engagée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé se poursuit. Dans le souci d'une solution pérenne de lutte contre cette maladie, considérée comme l'une des causes principales de décès des enfants de moins de 5 ans, et suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin a opté pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. Selon les données de l'OMS concernant l'année 2020, plus de 4,7 millions de cas de paludisme et 10 000 décès ont été signalés principalement chez les enfants de moins de 5 ans. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie. C'est un game changer, pour le dire en anglais. Et quand je pense que le vaccin contribuera à coup sûr à la réduction de la mortalité infantile, quand je pense aux économies en ressources grâce à la réduction des hospitalisations, quand je pense à l'allègement de la pression sur le système de santé du pays, alors je suis convaincu que nous touchons là quelque chose de grand. Les efforts inlassables du gouvernement dans la lutte contre le paludisme à travers son engagement sont ici salués par le système des Nations Unies. Cette cérémonie de réception des vaccins marque l'arrivée de plus de 2000 doses de vaccins au Bénin. L'occasion est ici choisie pour rappeler aux différents acteurs leur responsabilité pour un bon usage de ces vaccins. L'arrivée des 215 900 premières doses de vaccins contre le paludisme au Bénin est une importante étape vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants africains. C'est le lieu pour moi d'exhorter les agents de santé de tous ordres à poursuivre inlassablement les efforts afin que les objectifs de couverture vaccinale soient atteints. Je voudrais une fois encore, à cette occasion, rappeler aux populations que la vaccination reste et demeure l'une des stratégies les plus sûres, les plus efficaces et les plus rentables pour lutter contre les maladies. Je garde espoir qu'avec l'initiative de la vaccination contre le paludisme, nous arriverons bientôt à bout de cette maladie. Ainsi, après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, le Bénin vient en 4e position sur la liste des 9 premiers pays approuvés par Gavi pour bénéficier du soutien à l'introduction du vaccin dans son programme.
son administration aux enfants de moins de 2 ans sur toute l'étendue du territoire national est prévue dans les tout prochains mois. Vulnérabilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin sous contrainte des perturbations et des extrêmes climatiques à l'horizon 2035-2050, sûreté et durabilité des réseaux. Ainsi est libellée la thèse soutenue ce mardi par Gbetondi Oswald Aklassator. La présentation détaillée des résultats de ses recherches lui a valu l'acceptation de sa thèse. Il décroche ainsi son grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable décernée par le jury international. Reportage. Pendant 40 minutes, Oswald Aklassator a présenté au jury et à l'assistance les résultats des travaux effectués sur le thème « Vulnérabilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin sous contrainte des perturbations et des extrêmes climatiques à l'horizon 2035-2050, sûreté et durabilité des réseaux ». S'en est suivi une phase interactive d'une durée de plusieurs heures au cours de laquelle des observations ont été faites par les jurés et des réponses fournies par l'impétrant. Après ces moments d'échange enrichissants, vient l'heure fatidique. Le jury, après avoir délibéré, décide donc, sur cette base, d'accepter votre travail et de vous décerner le grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en physique avec la mention très honorable. Alors, il est arrivé, n'est-ce pas, à des résultats très intéressants, non seulement pour le monde scientifique, mais des résultats également pour les milieux opérationnels. En ce sens qu'il traduit ces résultats en termes de recommandations, de dispositions à prendre. Il a été éprouvé et à des moments donnés, je l'ai vu dans les limites de ses capacités, mais il n'a pas abandonné. Satisfait de la délibération du jury, Oswald Aklassator revient sur les mobiles qui sous-tendent le choix de son sujet. En tant qu'acteur et professionnel du secteur de l'énergie, et surtout en tant que directeur technique des constructions du programme national ou binational du Millennium Challenge Bénin Côte 2, j'ai eu l'opportunité de participer à la construction et à la mise en service et en exploitation de beaucoup d'infrastructures nouvelles, de postes électriques, de lignes électriques, et qui ont été réalisés via ce programme important pour notre pays. Procéder à une étude plus poussée sur les événements climatiques récents, définir des mesures d'adaptation et actualiser le plan directeur de l'électricité. Ce sont entre autres les recommandations faites aux décideurs par le néo-docteur en physique, cadre de la Société béninoise d'énergie électrique. Nous allons à présent parler spiritualité avec les populations d'Anéro au Togo qui ont vécu ce week-end un spectacle hors du commun. Le Vodou Zangbeto a circulé sur la lagune sur une distance de plus d'1 kilomètre. Autre fait insolite de ce spectacle, les dignitaires ont fait usage d'un téléphone traditionnel pour guider à distance le Zangbeto sur l'eau. Admirons simplement ce spectacle inédit. Attroupés en bordure de la lagune d'Anéro, ces hommes et femmes s'apprêtent à vivre un spectacle inédit. Le Vodou gardien de nuit, appelé Kelekbeto au Togo et Zangbeto au Bénin, va traverser le cours d'eau sans sombrer. Ce n'est pas n'importe quel spectacle de Zangbeto. Aujourd'hui, Zangbeto va traverser la lagune. D'habitude, on traversait de l'autre côté, mais à cause des mangroves, on s'est déplacé ici. Et le monsieur derrière moi, le grand prêtre, est en train de donner l'ordre à la divinité de traverser. Parmi les dignitaires réunis sur la berge, un objet spécial attire l'attention. Des bouts de bois sculptés en statuettes sont ici utilisés comme téléphone.
Grâce à ce moyen de communication, le dignitaire donne des ordres aux Angueto à distance. Portable que les infirmières Africa beso ye yovo so portable ya nu ke bela wa mi ko vodu ke le siadia ko vodu ko la no se agbe gbalo matin se vodu ke wele siaji won wa nye ku wo no ponupo mi ku wo la no ponupo ye le ke communication le bele no do mi la no se si ba passer à me buma ka se. Même si nous n'avons pas pu entendre la voix de celui qui est au bout du fil de l'autre côté, la communication semble bien passer. Le Zangbeto suit les directives à distance. En moins d'une dizaine de minutes, le vaudou rejoint la berge. Il est accueilli par ses libations et des chansons. Tout de passe-passe ou réalité, ce téléphone traditionnel, selon les informations recueillies en caméra, était l'un des moyens par excellence de communication entre les ancêtres africains. Mais seul un initié peut s'offrir ce mode de communication qui n'a besoin ni de crédit ni de forfait appel. En sport, à présent, la première journée de la phase des groupes va prendre fin ce mercredi dans les différentes poules. Mais bien avant, le groupe E a fait son entrée en lice. Dans la soirée d'hier, la Tunisie a été surprise par la Namibie, 115e au classement mondial. Le Mali assure son entrée face à l'Afrique du Sud. Les détails en images. La Namibie figure désormais sur la liste des nations qui ont inscrit un but à une Coupe d'Afrique des Nations. Les Brave Warriors, qui sont à leur 4e participation au tournoi, ont enregistré leur toute première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations face aux Aigles du Carthage, 3e au plan africain. Après une première période assez intensive où ils ont pu arracher un nul de 0 but partout, les Namibiens sont revenus en seconde période surprendre leurs adversaires. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, la Namibie infiltre en douce la défense tunisienne pour s'offrir le but de leur première victoire à une Coupe d'Afrique des Nations. But signé Deonto sur un centre au second poteau repris de la tête. Il se positionne à la 2e place du groupe E, derrière le Mali, car quelques heures plus tard, les Aigles se sont imposés au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Score final 2-0. La Tunisie et l'Afrique du Sud sont respectivement 3e et 4e du groupe. 2 affiches sont prévues pour la soirée de ce mercredi. La première a vu les Lions de l'Atlas du Maroc, demi-finalistes du récent mondial, s'imposer par 3-0 au Taifa Stars de la Tanzanie pour leur entrée en lice. La dernière affiche de la phase des groupes va opposer les Léopards de la RDC au Chipolopolo de la Zambie à 21h, heure béninoise. On parle cette fois-ci des représentants béninois à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'un des arbitres béninois, Louis Orounya-Dandé, était sur la première rencontre qui a été jouée dans la journée d'hier, notamment entre le Burkina Faso et la Mauritanie. L'arbitre centre béninois a officié en tant que 4e arbitre sur cette rencontre au cours de laquelle il a fait sa première à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.